Je pense que le monde entrepreneurial devient de plus en plus compétitif et plus on avance, plus on devient un sport de haut niveau. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, le marketing était absent. Même quand on écoute aujourd'hui les gros chefs d'entreprise, pour eux, le marketing, c'était de l'argent gâché, quoi. Je me suis lancé sur TikTok en 2021. On postait des vidéos 2 fois par jour, on faisait n'importe quoi et si tu veux, n'importe quelle vidéo explosait. Aujourd'hui, pour avoir une vidéo qui marche, t'as intérêt à avoir bien travaillé. Alex, je suis curieux, toi qui aujourd'hui est un boomer, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment à l'époque vous montiez des boîtes? Et c'est quoi vraiment la différence en termes d'exécution, en termes de manière de réfléchir, en termes de management, de recrutement, même les premiers réflexes des entrepreneurs de l'époque, c'était quoi par rapport aux entrepreneurs actuels? Et je te pose la question parce que je pense qu'il y a eu énormément de, de, de bonnes choses qui sont arrivées avec le temps, notamment des choses qu'on a empruntées aux États-Unis et qu'aujourd'hui les entrepreneurs de la nouvelle génération eh bien, utilisent pour lancer des boîtes en France. Mais je pense aussi peut-être qu'il existe eh bien, peut-être que finalement les anciennes méthodes, il y avait pas que du mauvais, il y avait aussi du bon. Et du coup, je suis curieux de savoir ce qui était bon et ce qui aujourd'hui est bon à prendre parmi les méthodes des anciens. Qu'as-tu à me dire sur ce sujet? Alors, donc déjà, je suis ravi de savoir que je me qualifie dans la catégorie boomer, alors que j'ai même pas encore 30 ans, mais ok, je retiens. Non, mais écoute, je vois où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir avec ce point qui est hyper intéressant et qui est en fait primordial dans la manière dont on aborde le fait, l'acte de monter des boîtes. Et je me rends compte qu'en fait, déjà, il y a un truc qui est, à mon avis, fondamental, c'est que les codes et les nécessités pour monter des boîtes deviennent moins durs avec le temps. Ça ne veut pas dire que ça devient moins dur de monter une boîte, entendons-nous bien. Mais ça veut dire que les codes d'entrée deviennent moins pénibles, entre guillemets. Je vais y venir. Le truc, c'est que c'est une question de permission, comme dit Gary Vee. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je vois beaucoup, je discutais avec beaucoup d'entrepreneurs plus âgés, voire beaucoup plus âgés que moi. Euh, et si tu veux, à l'époque, beaucoup de ce qui se passait, donc tu avais beaucoup de reprises de boîtes à la barre du tribunal de commerce. Tu avais beaucoup de créations de boîtes très locales. Tu avais beaucoup d'associations et de boîtes qui se repassaient de génération en génération, du style, tu rentrais, le dirigeant n'avait pas forcément d'héritier et donc il faisait hériter de la boîte, entre guillemets, à une partie des gens avec qui il était. Après, la création ex nihilo a toujours existé. La création de ce qu'on qualifierait aujourd'hui de start-up a toujours existé et c'est les méthodes qui varient. Et on va y revenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes aujourd'hui qui auraient permis à des boîtes d'exploser avant. Et il y a des méthodes d'avant qui permettraient à des boîtes aussi des fois d'éviter certains écueils, on va dire. Mais globalement, je pense que ce qui a changé de manière générale, c'est le niveau de permission dont tu as besoin pour lancer ta boîte. Aujourd'hui, et certains identifient ça comme un problème, c'est tout le monde peut facilement lancer sa boîte. La barrière à l'entrée pour lancer une société a considérablement descendu. Pourquoi? Et Greg Eisenberg, qu'on aime bien tous les deux, le dit très bien. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu vas sur les réseaux sociaux, tu parles d'un truc qui te passionne et sur lequel tu as envie de lancer une activité, et tu peux demain avoir 50, 100, 1000 personnes qui te follow. Et si ces 1000 personnes, il y en a 100 qui croient vraiment à ce que tu fais et que ton produit est assez cher, tu peux commencer à en vivre. Et donc, quelque part, tu es en entrepreneur, tu as lancé ta boîte. Ce qui, avant l'ère Internet, était quasiment impossible parce que si tu voulais créer une industrie, il y avait des investissements. C'était des investissements lourds. Tu avais éventuellement de la recherche et développement. Il fallait un réseau important. Et donc, c'est pour ça que le côté je me lance immédiatement n'arrivait pas autant. Et c'est pour ça qu'on reprenait des boîtes qui étaient en difficulté. C'est pour ça qu'on reprenait des boîtes à des anciens fondateurs qui voulaient partir à la retraite. Et ainsi de suite. Ce qu'on a vachement emprunté à la Silicon Valley, c'est ce côté pirate. C'est ce côté je me lance, j'ai une idée, je balance un truc, on verra bien ce que ça donne. Ça a commencé avec les startups, ça s'est amplifié avec vraiment la vague Internet. Bon, même si startup Internet, je pense que ça arrivait à peu près au même moment, mais on va dire ça a été créé dans les années 70
autour du mouvement informatique au sens large du terme, puis 2000, puis les vagues de vraiment de full startup digital machin, et puis maintenant avec les réseaux sociaux, l'infoprenariat et toutes ces multiples formes d'entrepreneuriat qui ont permis à une nouvelle génération assez importante d'entrepreneurs d'émerger. Ce qui, en plus, pour les rares mecs qui font encore de l'industrie ou des trucs un peu plus lourds qui te demandent des commerces, des machins, des trucs, ça a montré à tout le monde que c'était possible et ça a emmené un élan d'entrepreneuriat. Et je pense que ça, c'est vraiment la grosse différence que je vois. C'est la fin de la permission. Ok. Donc, une seule grosse différence, c'est hier, on demandait la permission. Aujourd'hui, c'est open bar, tout le monde peut se lancer. En fait, c'est la différence fondamentale. Après, tu vois, tu as plein de petites différences. Donc, comme je disais, on pourrait les répartir, tu vois, on va dire grande verticale par grande verticale, mais tu as une grande verticale qui est se faire connaître. Se faire connaître, la communication, le marketing, tu mets tout ce que tu veux dedans, mais se faire connaître, ça a toujours été un des principaux pain points de l'entrepreneur. C'est-à-dire que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu n'es pas connu, c'est compliqué. Tu as beau avoir un super resto, enfin, je pense qu'on a tous déjà connu un super resto qui, en 1 an ou 2 ans, est mort parce qu'il n'a jamais réussi à se faire connaître, tu vois, à l'échelle locale. L'entrepreneuriat, c'est aussi simple que ça, hein, quelque part. C'est un nouveau resto qui s'installe en ville et en fait, les mecs font du super taf, mais ils ne trouvent pas leur audience. Ils ne trouvent pas les gens, ils sont juste un peu trop loin, du coup, les gens ne viennent pas. Les gens n'ont jamais découvert le truc et le truc ne va pas jusqu'au bout. Bah, ça, c'est une des grosses différences qui, avec le temps, c'est petit à petit devenu plus simple. Ou en tout cas, à défaut de devenir plus simple, toujours dans cette idée de comment dire, de droit de permission, avant, il fallait payer des gens. Il fallait qu'on parle de ton produit à la télé. Il fallait que quelqu'un valide ta démarche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Encore une fois, tu prends ton téléphone, tu valides, tu parles de ton truc. Pour peu que des gens adhèrent, il n'y a pas une institution au milieu qui valide ta démarche. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques semaines, dans un podcast, on en parlait. Et on se disait, l'industrie de la musique, et notamment on en parlait dans le podcast sur Taylor Swift, l'industrie de la musique est devenue permissionless avec Spotify, avec tout ça. Bah là, c'est la même chose. Il n'y a plus un label pour te dire au milieu, je vais te prendre 50% de ce que tu gagnes parce que si tu m'as pas moi, personne n'entendra jamais parler de toi. Ça, c'est fini comme période. Cette période est complètement révolue en fait. Et donc, ça pousse à mort, tu vois, le côté le côté plein de gens qui se lancent, plein de gens qui tentent des trucs juste pendant quelques semaines, qui lancent des trucs alors qu'ils n'ont même pas encore de boîte, tu vois. Ils commencent à en parler et ils voient s'il y a de la hype ou pas, et s'il n'y a pas de hype, ils arrêtent. Mais au moins, ils ont fait leur étude de marché par eux-mêmes, quoi. Ça, c'est hyper important. 2, il y a un gros point, et je pense que tu me vois venir, c'est le financement. C'est que les fonds de VC, bah, c'est pas un truc très vieux. Et les fonds de VC, d'autant plus en France, c'est encore moins vieux. Et ça a permis, même s'il faut un début de traction, voilà, enfin, bref, on pourra faire un épisode entier sur le monde des VC, mais c'est un modèle qui a permis à un paquet d'entrepreneurs de se lancer alors qu'ils n'auraient jamais eu les moyens de lancer un truc à cette échelle-là sans le modèle VC. Je te donne un exemple simple. On va prendre toutes les néobanques, Quanto, Revolut, Shine, enfin bref, tout ce que tu veux. Ces boîtes-là, ces néobanques, elles ne sont pas rentables avec 1, 2, 3, 10 clients. Il faut des centaines de milliers, voire des millions de clients pour que la néobanque soit rentable. Sans le système VC, ils n'auraient jamais pu aller au bout. Parce qu'ils n'ont pas, tout simplement pas le temps, le recul que les banques normales, Crédit Agricole, BNP, SOG, ce que tu veux, ont eu pour se créer. Du coup, ce qui leur a permis de se créer, et aujourd'hui on voit que Revolut est une boîte rentable, on voit que Revolut annonce des chiffres qui sont incroyables, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont fait 2 milliards de CA, si je dis pas de bêtises, avec 70 ou 80 millions d'ébits. Ce qui est pour une startup juste incroyable. Et encore, je suis pas sûr de. Enfin, on affichera les chiffres si possible parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. C'était il y a quelques semaines. Mais Revolut,
on voit qu'ils sont rentables, on voit que maintenant c'est un business qui fonctionne. Ça a été possible, et ce n'était pas possible il y a 30-40 ans, ça a été possible par le système de financement VC, tout simplement. Donc ça c'est les deux grands trucs que je vois qui ont permis, même si dans le VC, il y a un côté permission, mais c'est les deux grandes choses que je vois qui ont permis. Et quand je dis système VC, j'entends tout ce qui touche au VC, donc que ce soit du late stage, du early stage, que ce soit des BA, que ce soit des accélérateurs, des incubateurs, toute cette vague du monde startup qui s'est organisée et qui s'est mis derrière l'écosystème pour lui dire vas-y, on va pouvoir y arriver, on va pouvoir créer des trucs. Là où il y a quelques années, enfin il y a quelques dizaines d'années, si tu voulais monter une banque, t'étais hyper mal. Enfin, monter une banque, tu vois, dans les années 50-60, tu avais intérêt à être vraiment très très bon, très très accroché, avec un énorme réseau. Jamais un mec de 25 ans en sortie d'études aurait monté une banque. Enfin, je dis peut-être une connerie, on va me trouver un contre-exemple, mais ça me semble quasiment impossible. En Europe, aux États-Unis, j'entends dans un pays où des banques étaient déjà établies. Ça, pour moi, c'est une des grosses. Enfin, ça a permis une innovation à des volumes beaucoup plus importants et des innovations qui traversent les frontières. Ce qui a aussi vachement changé, c'est que plus on avance, moins on est cantonné à un pays. Je veux dire, pré-Internet, c'était difficile de se lancer. Enfin, monter une multinationale, c'était compliqué. C'est toujours compliqué, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de balancer son produit dans 2, 3, 4 pays. Tu vois, même nous, on a réussi à monter dans 3 pays, 4 bientôt, alors qu'on est une boîte immobilière. Il y a quelques dizaines d'années, une boîte immobilière dans plusieurs pays, c'était impensable. Ouais, mais on le fait parce qu'on a la capacité de faire de la communication, de s'adresser à plusieurs pays, d'envoyer des mecs, c'est facile. L'internationalisation n'est plus aussi compliquée ou aussi pénible qu'elle l'était il y a encore ne serait-ce que 15-20 ans. Ça, c'est pour tout ce qui est hyper positif. Maintenant, il y a forcément de l'hyper, enfin, en tout cas, il y a du négatif en face de ça. Et moi, ce que je vois comme point négatif de la nouvelle génération, c'est que qui dit abaissement des barrières à l'entrée, dit augmentation drastique de la qualité de l'autre côté que tu dois avoir pour sortir du lot, pour sortir de la mêlée. J'étais pas là pour le voir, quand bien même tu le penses peut-être, mais sur la première vague Internet, si tu veux, beaucoup de startups qui étaient absolument pas rentables et qui n'avaient aucun sens levaient des millions, notamment aux États-Unis, ce qui a emmené vers le crack de 2001 et tout ça. Toutes ces boîtes-là, dans l'écosystème aujourd'hui, elles ne lèveraient pas un centime. Elles ne lèveraient pas un centime parce que le niveau d'entrepreneuriat nécessaire pour être financé, pour exploser, pour que ça fonctionne, a augmenté drastiquement. Et je peux te donner des chiffres que je connais bien, mais quand moi j'ai lancé mes premières pubs Facebook, Google Ads, machin, aux alentours de 2018, l'acquisition, c'était simple, entre guillemets. On payait, un stagiaire mettait des pubs et c'était fin de l'histoire. Et on avait du trafic qui rentrait. Et entre guillemets, on gagnait du fric. Aujourd'hui, n'importe qui te dira que lancer des pubs sur Facebook, sur Insta, c'est compliqué, c'est une science, il y a des agences qui font que ça. Il y en avait déjà à l'époque, mais aujourd'hui, tu vois, tout est devenu compliqué. Quand je me suis lancé sur TikTok en 2021, et mes mecs ont posté des vidéos 2 fois par jour, on faisait n'importe quoi, et si tu veux, n'importe quelle vidéo explosait. Aujourd'hui, pour avoir une vidéo qui marche, tu as intérêt à avoir bien travaillé. Tu vois. Et donc, plus on avance, et plus on a, et ça va très vite, hein, là, je te parle juste sur quelques années, donc je n'ose pas imaginer sur 30 ou 40 ans ce qui a dû se passer. Tu vois. Mais la barre pour devenir entrepreneur et la barre pour devenir un bon entrepreneur ne fait que augmenter. Et la difficulté ne fait que croître. Parce qu'il y a de plus en plus de contenders, parce que les mecs arrivent de plus en plus préparés, parce que l'information, grâce à YouTube, grâce à Insta, grâce à tout ce que tu veux, va de plus en plus vite. Et donc, les gens savent ce qui a marché pour les autres.
Le building public pousse les gens à être de mieux en mieux, de meilleur, enfin, de plus en plus fort. Parce qu'un mec qui fait vraiment, alors tout le monde ne fait pas du vrai building public, mais quand toi, moi, quand tu vois, on fait ce genre de podcast, et puis plein d'autres mecs bien meilleurs que nous, mais on donne nos conseils, on explique ce qu'on fait, on parle de nos erreurs, on parle de nos réussites, on fait venir des mecs qui, sur la chaîne qui ont des super boîtes et qui expliquent comment ils ont fait. Tout ça donne de l'information en continu, en continu, en continu à la sphère entrepreneuriale qui apprend des erreurs et des réussites des autres pour aller plus vite et être meilleur. Et donc, en fait, le côté vicieux, entre guillemets, de ça, mais ce qui est bien, hein, fondamentalement, c'est bien pour la société, mais ce qui rend l'opération d'entreprendre plus difficile, c'est que tes concurrents sont juste beaucoup plus forts. T'imagines qu'à l'époque, pour savoir ce que faisait ton concurrent, bah, fallait que tu le connaisses, fallait que tu vois ses produits, fallait que tu débauches quelqu'un de chez lui, de machin. Tout ça était très compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, tu vas trouver ce que ton concurrent fait aux États-Unis, il va l'expliquer, toi, tu n'auras plus qu'à le répliquer en France, tu vois. Et donc, tout ce temps-là, tu l'auras gagné. Et donc, tu vas foutre toute ton énergie sur juste de l'optimisation, de l'amélioration, sur trouver les spécificités que toi, tu as par rapport à tout ça. Je pense que le monde entrepreneurial devient de plus en plus compétitif et plus on avance, plus on devient un sport de haut niveau. Très clair. Autre point peut-être aussi, c'est que j'aimerais bien rajouter, j'ai l'impression que il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, le marketing était absent. Même quand on écoute aujourd'hui les gros chefs d'entreprise qui ont plus de 60 ans, pour eux, le marketing, c'était de l'argent gâché, quoi. C'était pas utile, c'était pas important. On voit aujourd'hui que même Yann Leonardi galère à faire comprendre l'importance du branding pour les marques, alors que tout le monde en parle depuis, j'allais dire 10 ans, j'abuse. Quoique peut-être si, depuis 2015, à mon avis, beaucoup, beaucoup de personnes en parlent. Donc c'est clair que le marketing, en fait, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, que les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs du web ont vachement réussi à prendre et notamment j'ai l'impression que notamment les entrepreneurs du web qui font, du commerce en ligne et qui se sont servis justement du marketing pour arriver sur des marchés plus ou moins saturés avec des histoires totalement nouvelles, avec aussi du personal branding et avec surtout une puissance marketing qui est assez innovante et qui ont réussi comme ça à se faire une place. Alors, je suis d'accord avec toi. Je veux juste mettre une limite, si tu veux, qui est le personal branding, ça n'existait pas avant. Ça, enfin, pas sous la forme où on la connaît aujourd'hui, en tout cas. Et ça, c'est clair que tu vois que ça a changé le game et que voilà. Pour autant, le marketing a toujours plus ou moins existé, tu vois. Enfin, ça dépend jusqu'où tu remontes, mais disons Nike, tu vois. Nike a toujours eu ce marketing. Nike a toujours eu un branding. Nike, quand tu vas acheter une paire de Nike, tu sais que tu t'identifies à Michael Jordan, à Cristiano Ronaldo, à Tiger Woods, à Federer quand il y était, à tous les mecs qui sont passés par, tu vois, par cette institution. En fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, tout le monde veut faire du branding. En fait, ce qui a changé, c'est qu'avant, la petite boîte locale, tu vois, qui a 5 employés, elle s'en foutait du branding. C'était pas son sujet. Elle aurait jamais dépensé un centime dessus. Tu vois, elle faisait faire un logo pour qu'on la reconnaisse et puis fin de l'histoire. Aujourd'hui, tu as un branding professionnel qui est arrivé chez tout le monde. Alors, en tout cas, chez tout le monde. En tout cas, chez beaucoup de gens qui prennent le truc très, très à cœur. Mais par contre, les top entrepreneurs et les top boîtes, à mon avis, aussi loin qu'on remonte, ont toujours eu ce souci de branding et ou tu appelles ça de la réputation, mais de, entre guillemets, branding en tête. Regarde Apple. Dès le début, Apple. Dans les années 70, qu'est-ce que c'était? C'était des valeurs marketing. Tu peux retrouver des documents de valeurs marketing d'Apple dès les années 80. C'est beau, c'est propre, qualité de service, enfin qualité du produit rendu et prix élevé qui est justifié par tout ce qu'on vient de dire avant.
Mais c'est aussi justement pour ça que ces boîtes ont réussi à exploser. Alors, Ah pas mais, que forcément parce qu'Apple était des boîtes technologiques absolument remarquables, mais ce que là, c'est que est-ce que finalement, c'est pas les exceptions qui confirment la règle? ah mais si, c'est ce que je dis, en fait. Ce que je dis, c'est qu'avant, c'était le top qui faisait ça, mais que la boîte locale ou la boîte moyenne s'en foutait. Maintenant, tout le monde est obligé de le faire. Ça rejoint un peu le côté augmentation de la barre, tu vois, de la barre nécessaire pour être bon. Et je crois que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mec. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on pousse aujourd'hui tout le monde à être très bon. Ce qui fait que, de manière générale, la qualité des produits est censée augmenter, que la qualité des entrepreneurs est censée augmenter, que la qualité enfin, tu vois, du coup, des employés est censée augmenter et ainsi de suite. Ça reste à prouver parce qu'il y a aussi pas mal de produits de merde qui sortent encore et toujours, tu vois, et certains qui persistent, hein, et puis voilà. Mais je pense que globalement, on est sur une démarche d'amélioration de manière générale de la sphère entrepreneuriale. Et je sais plus qui disait ça. Il faudrait que je retrouve, mais je me demande si c'est pas Jean de la Roche-Brochard ou j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était peut-être lui qui expliquait que justement, eux, ils étaient stupéfaits par le fait que, ouais, chaque année, les mecs qui arrivent sont de plus en plus acérés et de plus en plus, tu vois, ont de plus en plus de savoir sur les problématiques entrepreneuriales, comment on va s'y prendre. Ils ont de plus en plus ils viennent de plus en plus préparés, les mecs. Même quand c'est des first-time founders, il y a une culture entrepreneuriale qui s'est mise en place. Culture entrepreneuriale qui, elle, existait peu ou pas il y a quelques années. Tu vois, quand moi j'étais en école, j'ai pas envie de te dire que personne voulait être entrepreneur, il y en avait, mais les gens avaient surtout envie d'être gros banquiers, investisseurs, travailler en private equity ou en audit ou je sais pas où, mais en finance de manière générale. Et puis en marketing du luxe, pour, on va dire, l'autre côté du spectre. Mais tu n'avais pas forcément beaucoup de mecs ultra cultivés et ultra chauds sur la culture entrepreneuriale. On était très peu, si tu veux, quand on était en école. Aujourd'hui, beaucoup de gens, tu vois, juste parce que ça les fait marrer, suivent les levées de fonds des startups, suivent les produits qui sont balancés, suivent les avancées de OpenAI et blablabla. Bla, 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 bla. C'est con, mais si monsieur tout le monde suit ça, ça veut dire que le mec intéressé qui avant suivait ça est un cran au-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'on pousse l'écosystème entrepreneurial très, 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 enfin, de plus en plus haut en tout cas. Et que petit à petit, je l'espère, il rattrapera cette culture et la qualité de l'écosystème américain. On n'y est pas encore, mais j'espère, enfin, on est en droit d'espérer. Et j'ai un truc à ajouter qui est hyper important, qui est aussi la place de la famille dans l'entrepreneuriat. Et ça, je sais pas si j'ai vu ça nulle part. Donc je me lance dans un truc, mais je le pense, mais je sais pas. C'est peut-être pas validé. Il y a de moins en moins, j'ai l'impression, de business familiaux. Ou en tout cas, ces business familiaux ne sont plus mis vraiment sur le devant de la scène. Il y a le crayon, où c'est un frère et une sœur. Mais, mais, euh, mais sinon, c'est quand même de plus en plus rare. Les grands succès entrepreneuriaux français, c'était énormément des business de famille. Bernard Arnault, il a repris Ferinel à son grand-père, qu'il a transformé, je passe les étapes, mais qu'il a transformé en Nexity, qu'il a vendu, qu'il a réinvesti pour reprendre Dior, machin, qui était famille Récamier, machin. Donc, c'était des familles qui étaient, tu vois, qui étaient très implantées. Renault, c'était une famille. Citroën, c'était une famille. Peugeot, idem. Mullier, idem. Et tu as tous les gros entrepreneurs français qui sont les Steve Jobs et les Mark Zuckerberg d'un autre temps. Hein. Enfin, tu vois, d'une époque précédente. Tous ces mecs-là se basaient sur des business démarrés par des familles.
un frère, frère et sœur, père et fils, ils se font hériter des trucs, tout ça. Ça, par contre, c'est quelque chose, c'est, je crois, une spécificité française. Enfin, peut-être pas, mais une spécificité, en tout cas, chez nous, ça a très bien marché. Et ça, c'est un truc qui, je crois, est en train de se perdre. On ne Et, voit et- aucune startup, à ma connaissance, enfin, où elles sont très rares. Alors, tu pourrais me citer Stripe, mais ils ne sont pas français, donc voilà. Mais il y a très peu de startups qui sont fondées par des familles et qui ont vocation à se transmettre dans la famille, encore plus. est-ce que tu penses que c'est pas justement, on avait déjà parlé lors d'un ancien podcast, dû aussi à une problématique de vision parmi les nouveaux entrepreneurs qui ont un peu moins de, quand ils se lancent, c'est plus pour devenir libre financièrement, partir, faire le tour du monde, faire des business freestyle, vivre de leur passion. Et du coup, on a beaucoup moins de personnes qui développent des business à vision et ils se disent, OK, bah moi, je veux créer un empire, je veux créer quelque chose de durable, je veux léguer des choses à mes enfants. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment cette vision-là. On est plus dans l'ultra-consommation court terme et puis après, quitte d'ailleurs à faire des business pas forcément très éthiques, que ce soit, enfin, éthique. Tout dépend ce qu'on englobe dans l'éthique, mais tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est business OnlyFans, manager OnlyFans, etc., etc. Bon, c'est pas forcément des business que tu vas léguer plus tard à tes enfants ou que tu vas lancer avec ta mère, ton père, tes cousins, tes frères et sœurs. Ça m'étonnerait. Ouais. Peut-être que c'est aussi dû à ça. Alors, il y a une partie de ça, certes, et il y a une partie du système de financement. Parce qu'un système de financement VC, il faut que ton VC, il gagne son argent. Et donc, de base, un système de financement en VC empêche que tu puisses transmettre à tes enfants. Enfin, il ne l'empêche pas vraiment. Fondamentalement, il ne l'empêche pas. Sauf que il y a de grandes chances que tu sois à un moment, et alors surtout en France, c'est un problème paradoxalement, où on a l'habitude de faire des business en famille. Paradoxalement, en France, le cash out et les sorties de startups sont plus compliquées qu'aux États-Unis. Donc, comme tu n'as pas de sortie, notamment les introductions en bourse, comme tu n'as pas d'introduction en bourse, ton VC, à un moment, pour qu'il gagne de l'argent, il va falloir faire une vente. Et si c'est pas de l'introduction en bourse, alors c'est grossièrement du M&A. Donc du M&A, tu vas devoir vendre à une entreprise ou concurrente ou à un grand groupe ou un truc comme ça. Sauf que quand le grand groupe il arrive, ce qu'il veut, c'est pas garder qui que ce soit, c'est racheter a priori 100% des titres. Et donc quand il rachète 100% des titres, bah toi tu cash out définitivement et donc c'est pas un truc que tu vas transmettre à tes enfants. Et quand bien même tu arriverais à garder quelques titres, au moment où tu décéderas ou je sais pas quoi, le grand groupe n'a pas du tout envie d'avoir tes enfants à la tête du truc. Et donc, ces gros groupes qui réussissaient à se développer, tu vois, parce que le marché était hyper dynamique et donc ils arrivaient à devenir de véritables empires, mais ils étaient toujours contrôlés, partiellement ou totalement, par les mecs de départ. Ce qui aujourd'hui prend toutes les entreprises que tu connais, il n'y en a aucune qui est contrôlé par le fondateur. Alors, on pourra me dire, oui, il y a bien Facebook avec le fait que Zuckerberg ait 60% des droits de vote, mais c'est par un jeu d'action triple, et Google un peu pareil, mais c'est par un jeu d'action double ou triple, je ne me souviens plus. Mais dans la réalité, il lui reste 16% du capital. Donc, le jour où il fait hériter d'actions Facebook à ses enfants, oui, certes, mais ce n'est pas ses enfants qui auront le contrôle de la boîte. Ce qui n'est pas le cas de la famille Mullier, qui garde le contrôle sur sa boîte. Ce qui n'est pas le cas de toutes les belles PME françaises qu'on a. On pourrait en citer des dizaines, hein, mais un peu plus petits que Mullier ou ce genre de truc, mais de boîtes qui valent une centaine de millions et qui sont contrôlées par des familles depuis une, deux, trois, X générations. Du coup, je trouve ça intéressant. J'ai une question à ce sujet. Lorsque on a des parts qui nous permettent d'avoir un droit de vote triple, comme ce qu'a Zuckerberg, et qu'on lègue nos parts, nos actions d'une boîte, on ne lègue pas aussi le pouvoir de vote des actions que l'on partage? C'est une excellente question. Je te donne un exemple de ce qui se fait en France. En France, tu ne peux pas faire exactement ce genre de méthode. Enfin, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais
En France, une des méthodes, c'est le temps de détention des actions qui peuvent te permettre d'avoir des droits de vote supplémentaires. Donc, de facto, quand tu meurs et tu lègues ces actions, la personne reçoit bien les mêmes actions, mais à un temps de détention plus court, puisque ton fils il vient d'en hériter. Et donc, de facto, le droit qu'il a au vote double ou vote triple ou ce qui existe, voilà, n'existe, enfin, est enlevé. Aux États-Unis, il y a plusieurs méthodes. C'est soit c'est géré dans le pacte, soit c'est géré comme chez Google avec ce qu'on appelle des actions A, B et C. Et donc, tu as des actions dites traditionnelles et des preferred shares. Et donc, des preferred shares, elles ont des droits qui leur sont adossés. Et ces droits-là, je pense que eux, par contre, pour le coup, ils sont transmis. Donc, dans le cadre de Google, je pense que si Sergey Brin et Larry Page ont des enfants, leurs enfants toucheront bien les actions à double ou triple droit de vote. Par contre, je ne suis pas spécialisé en droit américain, donc je n'ai pas du tout envie de te dire de conneries. Si ça se trouve, il y a un truc qui empêche ce truc-là où, au moment où ils font hériter, en fait, ces actions-là, elles sont scratchées et c'est des actions de classe A qui sont données, à savoir des actions, ce qu'on appelle des actions ordinaires. Et c'est aussi pour ça que les milliardaires français, ils ont certaines de leurs boîtes en France, mais des holdings notamment au Luxembourg ou ailleurs en Europe qui leur permettent finalement d'avoir des droits de vote sur leurs actions qui sont compte double ou compte triple, et donc leur permet de passer outre les réglementations françaises et donc de transmettre aussi une partie de leur, à la fois leur droit de vote et de leur action à leur héritier. Alors, je n'oserais pas expliquer pourquoi certains milliardaires français vont au Luxembourg, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus que juste des questions de droit de vote double ou triple. Mais oui, c'est possible. Enfin, je ne sais pas à qui tu as en tête, à qui tu fais référence, mais par exemple, si on fait référence à LVMH, de toute manière, de mémoire, ils détiennent plus de la moitié du capital. En direct. Donc, dans tous les cas, la question ne se pose même pas. Il y a peut-être ce genre de mécanisme, ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, la question ne se pose pas, ils contrôlent le groupe. Et puis, l'ensemble de la famille est à des postes stratégiques clés. Si tu voulais commencer à virer tout le monde, je pense que ce serait sacrément, sacrément, sacrément compliqué. Donc, eux, ils ont un contrôle, vraiment une main de fer sur la boîte. Mais ils ne sont pas passés par un modèle VC. Encore une fois, les origines, même si c'est plus la même boîte, mais les origines de LVMH, c'est Ferinel, c'est une boîte d'IMO qui est devenue Nexity, qui devient Nexity dans la suite de l'histoire et qui est vendue. Ils prennent les gains pour acheter d'autres trucs et tout ça, mais ils sont jamais. C'est un business familial en fait, alors qui est devenu. C'est la plus grosse entreprise familiale de la planète. C'est juste ça. Tu vois, c'est devenu monstrueux évidemment. Mais ça reste monté comme une sorte de business familial. En tout cas, ça reste pensé comme ça. Ils sont en bourse, certes, mais ils contrôlent le capital. Ils mettent au poste clé des membres de la famille. Et lorsqu'il y aura un héritage, je crois que c'est public, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est public. Lorsqu'il y aura un héritage, c'est les 5 enfants qui héritent avec un pourcentage qui les regarde, qui héritent du truc. Et en plus, c'est pas directement dans LVMH l'action que toi tu vois trader, c'est dans un truc qui détient les actions, en effet, qui s'appelle Financière Agache et qui détient le groupe, quoi. Enfin, qui détient en tout cas la 51% des titres, il semblerait. Ok, passionnant, passionnant. Si je t'oriente vers un autre sujet, est-ce que aujourd'hui aussi, les entrepreneurs ne seraient pas plus intéressés par leur personal branding, donc par le développement de leur personal branding, que par le développement de leur boîte? Je vois beaucoup de personnes qui ont des activités et qui se disent: OK, le personal branding, c'est indispensable, il faut que je fasse du contenu sur les réseaux, et qui en oublient totalement de le faire dans une logique de développement d'activité, et qui font du personal branding pour faire du personal branding. Ils créent du contenu pour eux-mêmes, pour créer du contenu pour eux-mêmes. Là où, peut-être, les entrepreneurs, il y a 10, 15, 20, 30 ans et plus, bon, ça n'existait pas, c'était plus simple, mais étaient uniquement focus sur: OK, j'ai une activité, il faut que je la développe, il faut que je fasse du chiffre. C'est une question hyper intéressante. Encore une fois, je suis pas sûr d'avoir la science infuse, hein, mais j'ai une idée sur le sujet. C'est que maintenant, faire de l'entrepreneuriat, c'est sexy.
En tout cas, depuis 10 ans, c'est sexy. Les gens aiment ça et donc il y a une dynamique, et je crois que c'est Tugan qui en parlait, qui disait profit ou prestige. Et tu dois faire un choix. Avant, il n'y avait pas de question de prestige. Le prestige venait par le profit. Enfin, il n'y avait aucun prestige à avoir créé Auchan si Auchan ne marche pas. On s'en foutait, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, tu as des boîtes qui ne marchent pas et où le fondateur est plus prestigieux que Gérard Mullier. En tout cas, qui est connu par beaucoup plus de gens que Gérard Mullier. Et tu envoies des paquets comme ça, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi. Avant, tu avais un côté très pragmatique. Ma boîte, elle fait du fric ou pas. Fin de la blague. C'est mon seul axe de décision. Aujourd'hui, tu as des mecs qui font du contenu pour faire du contenu, qui font du personal branding pour ça, qui ont envie de se donner une marque et ils se disent je m'en fous parce que dans le pire des cas, je le monétiserai plus tard. Si ça marche pas, nique sa mère, je le monétiserai. Et en fait, c'est très vicieux parce que c'est arrivé. Le personal branding est arrivé en même temps qu'un autre truc qui est l'essor vraiment du système VC. Et l'essor du système VC t'a dit t'es pas obligé d'être rentable pour qu'on continue à te financer. Et donc, d'un côté, on te dit ok, il y a de l'argent magique. Et les VC, mais les banques à 1%, c'était de l'argent magique. Tout le système sur lequel on était, c'était de l'argent magique. Tu vois. Au moment où on est en train de tourner ce podcast, sachez que le marché vient de s'effondrer, le marché boursier vient de s'effondrer de quelque chose comme 15%, je sais pas. Enfin bref, c'est un merdier sans nom. Les cryptos aussi ont pris bien cher. Là. Les cryptos ont pris bien cher. Enfin bref, on commence à mesurer bien voilà, je fais cette petite parenthèse, mais mesurer la fin de l'argent magique. Et donc, tu as l'argent magique d'un côté, tu as le personal branding de l'autre, tu as le fait que culturellement, l'entrepreneuriat devienne quelque chose d'important. Je veux dire, prends tous les films hollywoodiens dans les années 80. Zéro biopic de fondateur. Zéro, ça n'existait pas. Enfin, jusqu'à ce que j'ai 15 ans, j'ai jamais vu un biopic. Si, le seul biopic de fondateur que j'ai vu, c'était Aviator, donc le biopic de Howard Hughes avec Leonardo DiCaprio, qui ne le met pas spécialement à son avantage et qui est plutôt un drame qu'un film sympa. Mais depuis The Social Network, on a réussi à faire un biopic sur Adam Newman qui a envoyé WeWork à la casse. On a fait un biopic sur Travis Kalanick, qui est un super fondateur, mais qui a quand même des comportements ultra border. Il y a quelques années, on aurait caché ça. Aujourd'hui, on a fait un biopic, c'est pas grave, pas de problème. Toi. On a fait un biopic sur Steve Jobs, enfin, on a fait 3 biopics sur Steve Jobs. Des documentaires sur des entrepreneurs, il y en a tous les jours. Des biographies, celle d'Elon Musk, celle de Steve Jobs, enfin bref, il y en a tous les jours. Des vidéos YouTube qui glorifient l'entrepreneuriat, je t'en parle même pas. Enfin, pour n'importe quel entrepreneur, tu t'en trouveras une, du moment qu'il ait une taille à peu près acceptable. On a glorifié le truc. Et tout ça mélangé, oui. Oui, le profit, c'est pas forcément le profit de la boîte en tant que tel, c'est pas forcément le point le plus important. Et puis même, au-delà des biopics, comme tu l'as dit, pour tous les entrepreneurs et pour toutes les boîtes qui ont réussi aujourd'hui, on a eu sur Spotify, même des biopics sur des boîtes qui n'ont jamais réussi, comme le vrai fondateur de Google Earth, enfin plutôt de la technologie Google Earth, avec un documentaire intéressant sur Netflix. Ouais, et même au-delà de ça. Theranos oui, aussi, le exactement. truc sur les prises de sang foirées, là, hyper bizarre. Ou même le festival qui finalement était un gros scam aux États-Unis. Et même au-delà des biopics et des documentaires, on peut juste regarder les podcasts sur YouTube, où maintenant on fait venir n'importe qui. Il y a des podcasts aujourd'hui qui font venir des entrepreneurs, on ne sait pas vraiment s'ils ont réussi, la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais certains peuvent être des menteurs. Donc finalement, en fait, on crée
on crée nous-mêmes, on idolâtre nous-mêmes, ou alors on crée de la célébrité sur des personnes qui en fait sont personnes aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas réalisé des choses. Mais, non, mais clairement. Mais si tu veux, mais même nous, si on se regarde en face, on pourrait nous dire, mais attendez les gars, Votre vous faites un légitimité. podcast, est-ce que vous êtes Steve Jobs et Elon Musk? Bah non. Et pourtant, entre guillemets, on se permet de prendre la parole. Alors, nous, on estime qu'on le fait d'une manière positive, où on pose les sujets, on essaie de creuser, les gens essayent de comprendre pourquoi on discute de tout ça, et voilà. Et donc, moi, j'estime qu'on le fait hyper sainement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, si on, tu vois, si on regarde on va dire la méta autour de l'entrepreneuriat, ben, la création de contenu a donné une focale hyper importante sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu la manière d'être. Bah, c'était, tu vois, quand Carlos du podcast Silicon Carnet disait, moi, quand j'étais gamin, ce qui était cool, c'était de jouer dans un groupe de rock. Bah, maintenant, ce qui est cool, c'est de monter une startup. Ok, pas de problème, mais dans les années 80, bah, il y avait plein de groupes de rock de merde. Et Bah, est-ce aujourd'hui, que finalement, c'est une vraie question ça, est-ce que finalement le nombre d'entrepreneurs a vraiment augmenté depuis les années 80? Bon, j'abuse, peut-être depuis les années 2000, au sens où si on retire tous les créateurs de contenu, ok, qui créent du contenu, qui sont des influenceurs, si on regarde uniquement les boîtes, alors après, qu'est-ce qu'on met dans vraies boîtes, dans fausses boîtes, je sais pas, tu vois, mais combien de personnes passent leur journée, s'arrachent les cheveux uniquement à faire développer leur propre activité qui ne nécessite pas forcément de s'afficher sur le réseau. Des trucs qui ne sont pas influenceurs ou business lifestyle, en mode vote de formation and co. j'ai vraiment pas, j'ai vraiment pas la stat. J'ai vraiment pas la stat. Honnêtement, Parce que si on retire tous les mecs qui font le dropshipping à bas niveau, parce que certaines fois c'est quand même un certain niveau de professionnalisme, hein. Si on retire tout l'infoproduit vraiment bas de gamme, si on retire tous les business type influenceurs, est-ce que c'est pas 50% des micro-entrepreneurs, hein, des auto-entrepreneurs qui disparaissent? ah, mais non, mais attends, il y a un autre truc. C'est que maintenant, tous les gens qui créent une entreprise, ils peuvent être freelance. Déjà, il y a 20 ans, le freelance, ça n'existait pas. Et si on Soit, retire tous les freelances aussi, pardon, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on retire tous les freelances aussi. peut-être pas. Alors, attends. Pour répondre à ta question de manière mathématique, entre guillemets, mais de manière précise, je pense que si tu retires tout ce que tu as dit, peut-être que le chiffre n'a pas beaucoup augmenté. OK? Pour autant, on ne peut pas retirer tout ce que tu as dit. Parce que c'est des nouvelles formes d'entrepreneuriat. C'est comme si je te disais, ouais, mais maintenant, il y a beaucoup moins de distributeurs de journaux. Bah oui, évidemment, puisque, tu vois, on a moins de journaux. C'est des nouvelles formes d'entrepreneuriat avec des sociétés qui sont déclarées, qui payent de l'IS si elles gagnent de l'argent, qui coulent si elles n'ont pas de rentrée nécessaire, qui créent du bruit, qui vampirisent une partie de la croissance du pays, qui prennent leur partie de chiffre d'affaires, qui créent ce qu'elles ont à créer, mais qui divisent des marchés. Je veux dire, le marché de la formation en ligne, il est venu attaquer le marché de la formation tout court. Il est venu attaquer des marchés de coaching en peer-to-peer qui existaient avant. Donc, quelque part, on ne peut pas faire l'économie de ça. Quand on voit le nombre de freelances qu'il y a, c'est un marché qui est venu attaquer des agences. Donc, pour une agence qui regroupait 50 salariés, maintenant, tu as 50 boîtes. Et donc, Ouais, mais je parlais pas forcément. Alors, je suis d'accord avec toi que aujourd'hui, il y a des nouvelles formes d'entrepreneurs, mais si on revient à la définition même de l'entrepreneuriat, ouais, je crois que c'était Schumpeter, je suis allé chercher rapidement la définition, mais c'est l'acteur fondamental de la croissance économique. Il aime le risque et la recherche du profit maximal. L'innovation lui permettra d'obtenir un monopole temporaire sur le marché. Il sera donc le seul pendant un certain temps à pouvoir produire cet objet qui lui rapportera donc gros. Euh, c'est ce que je dis. Tous les créateurs de contenu, une bonne partie du moins, une bonne partie, on va pas tous mettre tout le monde dans le même sac, mais une bonne partie des créateurs de contenu, tous les freelances, une bonne partie des dropshippers, une bonne grosse partie des infopreneurs sautent. Enfin, je veux dire, ils sont pas compris dans ce terme-là.
Ouais, mais dans ce cas-là, oui, oui, mais si on est honnête avec nous, tous les entrepreneurs de l'immobilier sautent. Tous les entrepreneurs de Est-ce beaucoup que de... finalement, est-ce que les entrepreneurs, pour moi, les entrepreneurs de l'immobilier, c'est quelqu'un qui va proposer des services pour justement ceux qui investissent dans l'immobilier. Pour moi, les personnes qui font de l'achat, peut-être pas de l'achat-revente, mais qui font, enfin, qui achètent un bien pour ensuite obtenir enfin, un profit derrière, c'est les Ouais. investisseurs, hein, c'est pas les entrepreneurs. Euh, ça dépend. T'as des mecs, t'as des mecs, c'est clairement des investisseurs. C'est-à-dire que les mecs, c'est passif, leur activité, c'est autre chose. Mais tu as des gens qui sont des entrepreneurs. Tu as des gens qui sont dont le job, un promoteur, il te dira que c'est un entrepreneur. Pourquoi? Il gère des équipes, il a une boîte, c'est pas vraiment son argent, il fait travailler l'argent de la banque, machin, il se démerde. Il a des process, il a un cabinet comptable. En fait, le truc de Schumpeter, ce que tu lis sur Schumpeter, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Enfin, en gros, c'est de dire, la vision de Schumpeter, c'est de dire le vrai entrepreneur, celui qui bouge des montagnes, c'est le mec qui prend énormément de risques. C'est le mec qui tend à essayer d'avoir un monopole. C'est ce que tu imagines quand on dit un entrepreneur de manière générale. Ok, c'est quand on dit Steve Jobs ou Elon Musk. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est juste la partie prise de risque. Un restaurateur, c'est un entrepreneur. C'est un mec qui prend du risque, qui se lève tous les matins pour faire un truc où à tout moment il peut perdre. Il a un paquet de merde et de conneries à gérer toute la journée. Il crée quelque chose qui lui ressemble. Il n'a pas de patron au sens où on l'entend et il est en direct avec des clients et s'il ne fait pas de profit, il meurt. Pour moi, c'est ça un entrepreneur. Il n'aura jamais de monopole pour autant. Ton restaurateur du coin, il n'aura jamais de monopole. Mais pour autant, ton restaurateur du coin, il est plus entrepreneur que plein de mecs qui font des vidéos sur Insta. Parce qu'il a pris plus de risques, parce qu'il a plus de gens à gérer, parce qu'il a plus de paramètres à gérer, parce qu'il a un vrai business rentable, et ça, des fois, depuis 5, 10, 15, 20 ans. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. En effet, je me rends compte de, J'ai poussé. je me rends compte de ma bêtise avec ce que tu me dis. Donc, c'est hyper intéressant la discussion. Mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de dire, c'est que Ouais. finalement, ce qui distingue un entrepreneur des autres, c'est la prise de risque. C'est ça. C'est entre autres la capacité à prendre des risques. Ça ne veut pas forcément dire qu'il Ok. doit tout le temps en prendre, mais c'est la capacité à tolérer de la prise de risque. Juste pour revenir, parce que ça m'a popé dans la tête, personne n'a de monopole et de vraies grosses innovations au sens technologique du terme sur le marché du luxe. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que Bernard Arnault est un entrepreneur. Tu vois. Ça vient... Est-ce que justement, Bernard Arnault, est-ce que ce ne serait pas un financier, justement? Non. Non? Non, parce que c'est quelqu'un qui a le sens de ce qu'il est en train de vendre. Il monte des boîtes. Un financier, en tout cas, un financier tel qu'on l'entend, c'est un mec, Warren Buffett, c'est à la fois un entrepreneur et un financier. Pourquoi? Parce qu'il est entrepreneur dans sa propre boîte, mais par contre, ce qu'il vend, c'est un produit financier, si tu veux. Donc, dans sa boîte, il est entrepreneur, mais sa boîte, derrière, c'est du pur financier, tu vois. Et après, tu as des financiers qui sont non entrepreneurs. Des mecs, juste, ils sont embauchés par Goldman Sachs et toute la journée, ils prennent des décisions. Mais un financier, c'est pas un mec qui va mettre les mains dans la merde et qui va dire, comme peut le faire Bernard Arnault, non mais attends, là dans la boutique, ton sac il est mal placé, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça pour moi, tu deviens un entrepreneur quand tu es capable de dire, là le produit, les gars, il est pas bon. Tu es un entrepreneur quand tu rentres dans une salle et que tu mets des claques à un mec parce que le mec, le marketing est mal géré. Tu es un financier quand tu rentres dans la salle le 30 juin et que tu dis, les mecs, la clôture, elle était dégueulasse, va falloir faire mieux, mais que tu n'as aucune idée de comment faire mieux. Mais tu as raison, c'est deux choses qui sont. Un jour, tous les entrepreneurs deviennent financiers. Parce qu'un jour, les entrepreneurs, pour grossir, doivent connaître la finance, doivent investir, doivent reprendre du risque et ainsi de suite. Par contre, tous les financiers ne deviendront pas entrepreneurs. Loin de là. Ah, super intéressant. Passionnant. Bon, peut-être que les auditeurs vont considérer que j'ai dit des énormités. S'il y a beaucoup de créateurs de contenu, d'infopreneurs, je suis vraiment désolé. Moi-même, je crée beaucoup de contenu. J'ai vendu beaucoup de formations.
Non, mais tu vois, c'est pour ça que Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même dans une époque, dans une économie aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui créent, qui partagent de l'information. Voilà, c'est plus beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui partagent de l'information et finalement assez peu de personnes qui créent. Lorsque je dis partager l'information, je prends tout ce qui est création de contenu, tout ce qui va être formation en ligne. Mais il y a peu de personnes qui sont là, qui innovent et qui bâtissent, que ce soit finalement ils innovent dans la restauration, donc dans les business physiques, ou même d'ailleurs, on en parlait dans le podcast sur l'immobilier, qui bâtissent justement des nouvelles idées sur le marché immobilier. Voilà. Je pense que ça existe depuis toujours, mais je pense qu'avec l'avènement des réseaux, eh ben, c'est devenu tellement simple maintenant de faire partie des personnes qui partagent de l'information que si on veut à la fois être libre financièrement, à la fois avoir le côté business lifestyle et aussi sur le côté truc chiant, on prend des risques, bon, bah, on crée du contenu. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, mais je veux dire, c'est quand même c'est beaucoup plus facile. Et en plus, il y a eu beaucoup plus de preuves de succès qu'une personne qui va dire, OK, bon, personne n'a fait ça. Personne n'a jamais créé ce type d'application mobile, ou ce type de projet, ou ce type de restaurant, ou ce type de bien immobilier. Bah, je vais le faire, je vais essayer. Non, mais c'est ce qui est clair là-dessus, c'est que si tu veux, il y aura toujours. En fait, plus la pyramide devient compliquée dans ce que tu essayes de créer, moins tu auras de monde pour essayer de le faire. Et plus la barrière à l'entrée sera forte. C'est pour ça que Elon Musk sur SpaceX, il n'a pas 50 concurrents. Que sur Tesla, il en a déjà un tout petit peu plus parce que c'est quand même un tout petit peu moins chiant, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, quand c'est des trucs sur de l'IA, bah, il y en a déjà beaucoup plus parce que tu peux te lancer avec moins de complexité de barrière à l'entrée. Et que si Elon Musk avait créé un resto, tout Elon Musk qui soit, il aurait 50 milliards de compétiteurs parce que c'est plus simple, c'est plus accessible. Je dis jamais simple parce que j'ai un énorme respect pour toutes les formes d'entrepreneuriat, peu importe la manière dont tu le fais. Donc je dis pas que c'est simple. Par contre, c'est plus accessible. Et donc, si tu veux, bah, c'est logique que la création de contenu, bah, c'est quasiment la forme la plus simple avec une prise de risque. À partir du moment La où tu plus n'as pas accessible. plus La plus accessible, accessible. et c'est vrai, plus accessible, et la prise de risque est moins grande parce que tu vas pas cramer de fric et qu'a priori, la seule chose que tu risques de cramer, c'est ton image auprès de tes potes si tu es un peu jeune, mais enfin bon, dès que tu as dépassé 22, 23 ans, tu te rends compte que. Et en plus, maintenant, c'est hyper accepté, donc il n'y a plus de problème. Et à moins que tu ailles dire des dingueries, tu vas pas cramer ton image à vie. Il faut vraiment dire des trucs très bizarres pour avoir un problème. Donc voilà. Mais je pense que ça fait aussi du bien. Enfin, en fait, moi, je trouve qu'on est sur une période de transition. Je suis à peu près sûr qu'on est sur une période de transition entre un ancien monde voilà, et un nouveau monde qu'on n'a pas encore parfaitement compris. Et c'est pour ça qu'on voit ça. Mais j'ai bon espoir que dans 5 ans, on voit plein de gens se lancer, qu'on ait passé cette crise un peu économique, machin, et qu'on ait relancé un système ultra dynamique côté VC et tout, et que, tu vois, on se remette sur une pente très ascendante. Ce serait bien. Et tout ce contenu, et toute cette production, et tout ce côté, c'est OK d'entreprendre, c'est bien, il faut soutenir ces gens-là, paiera à ce moment-là. Aujourd'hui, on voit en disant ah ouais, mais il y a des mecs qui font le choix du oui, mais c'est normal. C'est des périodes de transition. On n'est pas encore mature. Il y a des mecs qui préfèrent la fame au profit. Il y a des mecs qui préfèrent faire des activités border plutôt que de faire des trucs vraiment créatifs. Il y a des mecs qui font n'importe quoi avec du cash levé. Oui, tout ça existe. Déjà, ça a toujours existé, mais oui, ça existe et ça existe peut-être encore plus. Par contre, dans 5 ans, ça va payer parce que petit à petit, la barre augmente, le niveau augmente. Et plus le niveau augmente, plus on va finir par faire des trucs assez impressionnants. Enfin, sur le sens inverse, tu vois, on peut quand même se rendre compte que sur les 5-6 dernières années, Nvidia, qui était une entreprise parfois en difficulté, a complètement explosé.
que Tesla a complètement explosé, qu'ils proposent maintenant presque des bots, et, enfin, tu vois, les Tesla bots, voilà, enfin, on est allé très très vite, que OpenAI a fait un truc qui avait été rarement, voire jamais vu avant, que on a des levées de fonds monstrueuses pour structurer des trucs vachement bien un peu partout sur la planète, que l'écosystème se solidifie, même au milieu d'une crise. Encore une fois, il faudra voir dans les prochains jours comment ça va évoluer, mais au milieu d'une crise difficile, se solidifie. Je pense qu'il y a beaucoup de signaux faibles positifs, mais, 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 il faut voir ce qu'ils vont donner dans quelques années. Et moi, je suis pour qu'on défende ces signaux faibles. Et à l'inverse, je suis aussi pour que ceux qui ont envie de monter une boîte à l'ancienne, une boîte en famille, une boîte un peu industrielle, une boîte, tu vois, qui a les ambitions d'un Renault, mais avec le temps long et les méthodes d'un Renault, je suis pour que ces boîtes soient soutenues. Je suis surtout pas pour qu'on dise ouais, tout le monde doit monter une start-up, faire seed, série A, série B, machin, ou tout le monde doit être plus ou moins infopreneur. Non, ceux qui ont envie de monter des boîtes à l'ancienne, tu vois, des trucs de qualité, des trucs dans le luxe, ils devraient avoir leur place. C'est parce que c'est hyper important. Et ils devraient, s'ils ont envie de pouvoir le monter en famille, on devrait pouvoir trouver des méthodes de financement de business familiaux. Tu vois, et toute forme de business. Ouais, 100%. Totalement. Ok. Non, mais en effet, dans tous les cas, bon, j'étais assez provocant tout à l'heure, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, lorsque tous les jours on voit des reels de personnes qui nous disent entreprenez, entreprenez, quels que soient les incentives, et en plus, les motivations évoluent avec le temps. Généralement, on est attiré très certainement au début par l'argent, et puis après, une fois qu'on a un peu l'argent, bah, les incentives montent, et on est attiré par la mission, par la vision, par le fait de transmettre, par le fait de construire de belles choses. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça structure le cerveau aussi d'une certaine manière, et ça nous motive à construire des choses. Ouais. OK, bah, écoute, au top. Merci pour cette discussion, super Merci à toi. enrichissante, passionnante. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Plus un moment d'idées finalement, où, on est parti sur une idée et puis Alex, voilà, pour le coup, tu nous as partagé, le fond de ta pensée. Donc super intéressant. Voilà, si vous aimez ce format aussi, n'hésitez pas et puis abonnez-vous et à la semaine prochaine. À la semaine pro.